Faux. Donc on va enchaîner, on va poursuivre, on est un peu en retard, donc on va essayer de regagner un peu de temps, un peu de timing. On va donc parler des femmes. On parlait avec Aragon il y a quelques années, la femme est-elle l'avenir de l'homme? En tout cas, dans ce forum, on pense qu'elle peut être une des clés essentielles de la révolution positive, de l'économie, de la finance positive. Pour en parler, donc, c'est un débat qui va avoir lieu dans quelques instants. Il est animé par ma consoeur de France 24, Myriam Mascarello. Myriam, que j'accueille avec toutes ces invités, ces trois invités. Le débat donc sur la place des femmes au cœur de la révolution positive. Myriam, je vous laisse prendre place. Bonjour mesdames. Bonjour. Myriam, donc vous allez mener ce débat. Quel en est le thème? De quoi va-t-on parler? Alors, écoutez, on parle des femmes à la proue de la révolution positive. Nous, on va vous parler de révolution et on va vous raconter des histoires humaines, parce que le changement, c'est maintenant, comme disaient certains. Un ancien président, et voilà. qu'il sera positif, celui-là, on l'espère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail dans le domaine des femmes. On a, depuis le début de cet événement, on nous a invités, on participe au fait de penser le futur de façon inclusive. Et on a vu, par exemple, tout à l'heure, avec l'exposé du Premier ministre islandais, qu'un des critères de l'inclusion, c'est bien justement l'inclusion des femmes. Et vos trois invités, je vous laisse les présenter pour un débat. Tout de suite. Pourquoi donc avoir mis ce thème des femmes à proue de la révolution positive? On l'a vu aussi, première victime de conflit, première victime de discrimination et moteur de changement. Donc autour de moi, j'ai effectivement trois invités qui sont moteurs de changement. À ma droite immédiatement, Lia Kebede. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc éthiopienne, vous êtes top modèle, vous êtes actrice et surtout aussi, vous avez fondé la Lemlem Foundation, qui s'occupe donc des femmes, des enfants, de l'inclusion économique, notamment des femmes, on le verra. À ma gauche, Edith Schlaffer, autrichienne, chercheuse en sciences sociales. Vous avez créé en 2002 l'organisation non gouvernementale Femmes sans frontières et vous allez nous parler d'un programme bien particulier qui s'appelle Mother's Schools, Parenting for Peace, quand les mamans empêchent leurs ados de se radicaliser religieusement. Et puis, au bout de la table à ma droite, Megan Fallon, vous êtes néo-zélandaise, vous vivez en Inde, vous êtes entrepreneur, designer, alpiniste, je n'arriverai pas à tout dire, et surtout, vous êtes la responsable de la branche internationale de Barefoot College, c'est-à-dire, en français, l'université aux pieds nus, quelque part. Vos élèves, ils ont entre 35 et 50 ans, ce sont des femmes, et elles sont, pour la plupart, illettrées. Vous voyez que c'est une université bien particulière. Alors, on va commencer peut-être par Edith, à ma gauche. Femmes sans frontières, Mother's Schools. Can you tell us about that? Why did you focus on Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Pourquoi vous êtes concentré sur les mères? Je crois que nous avons tous vu le visage de l'extrémisme pénétrer notre environnement proche. Ce n'est plus l'Afghanistan, ce n'est plus le Pakistan, c'est une menace qui existe au cœur de nos sociétés. Les stratégies de la manière forte ont échoué. Il faut trouver autre chose. Il faut avoir une deuxième couche de lutte, quelque chose de plus doux, du soft power, qui soit vraiment en première ligne de l'extrémisme et qui puisse détecter les signes avant-coureurs de l'extrémisme. Quand ces jeunes sont attirés, sont arrachés à leur famille. Et ce sont les mères qui sont cette première ligne de défense. Concrètement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec les ados? Eh bien, souvent, elles ne savent pas. D'ailleurs, on peut se sentir plein de sympathie. Elles ont l'impression de détecter des signes, mais c'est très difficile d'y répondre. Quand on est une mère inquiète, c'est difficile de trouver des réponses efficaces. On a parlé à un grand nombre de ces mères, on a réalisé une étude très poussée. Est-ce que les mères sont à même de lutter contre l'extrémisme violent? Et les mères ont vraiment envie d'essayer d'assurer une espèce d'espace de sécurité autour de ces enfants, une sécurité pour leur famille, pour leur environnement. Mais comment le faire? Comment y arriver?
Donc ce que nous avons créé, c'est une approche extrêmement systématique. Les mères sont les premières enseignantes de leurs enfants, mais elles doivent améliorer leurs compétences pédagogiques et leurs techniques. Donc nous avons créé une école, la maternité pour la paix. C'est pas vraiment une école, c'est une philosophie plutôt, une école de pensée. Dans 10 pays, nous avons des mères qui se réunissent et qui sentent que quelque chose ne va pas bien et qui luttent contre le silence et la stigmatisation. Et c'est ça qui permet de mener au changement. Quand on réunit ces mères, quand elles commencent à nous faire confiance, quand je dis nous, je veux dire les formatrices, les facilitateurs qui travaillent avec eux. Quand elles réalisent qu'elles ont ce pouvoir de changer, quand elles prennent confiance, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas seulement le droit, mais aussi le devoir d'élever la voix. Et les enfants, ces femmes donc viennent là et discutent de toutes ces choses à table, en famille. Les enfants écoutent, les maris écoutent. Et je crois que l'image de la mère qui ne s'occupe que des tâches ménagères, c'est quelque chose qui est en train de changer. Elles deviennent des instruments du changement. Elles ont appris à identifier les signes avant-coureurs de la radicalisation. Et ces écoles des mères nous permettent d'encourager ces femmes à se réapproprier ces outils. C'est comme dans la violence domestique, la violence conjugale. Vous avez peut-être des gens qui viennent de différents horizons, mais qui écoutent et qui sont en empathie. Et ça, c'est ce que les mères doivent aussi pouvoir récupérer, parce qu'elles ont les émotions et l'empathie. Et Edith, vous m'avez dit que ces mères, ensuite, une fois qu'elles ont appris, partagent leur savoir? Oui, sur 9 pays, en Europe, mais aussi en Jordanie. Nous travaillons et nous voyons ces leaders de nos écoles des mères qui créent des cercles de mères et qui utilisent leurs forces et leurs apprentissages, leurs nouvelles capacités, leurs connaissances pour les disséminer. Et ça a un effet qui traverse la société. Les mères fortes créent des villes fortes, des communautés résistantes et un monde plus sûr. Merci beaucoup, Edith Schlaffer, de Les Femmes sans frontières. Alors, parlons maintenant de la fondation Lemlem et de Lia Kebede. Où avez-vous créé cette fondation? Pourquoi cette volonté d'aider les femmes, finalement? En fait, j'ai commencé en 2005 quand j'étais un jeune mannequin moi-même. J'ai commencé à travailler comme ambassadrice de l'OMS et j'ai beaucoup appris sur les défis auxquels font face les femmes enceintes en Afrique. Dans la plupart des pays africains, c'est encore la grossesse et l'accouchement qui sont une des principales causes de mortalité en Afrique. Moi, je suis d'origine éthiopienne, donc on m'a parlé de beaucoup de mères qui sont mortes en couche. Et c'était quelque chose de normal. Et donc moi, quand j'ai eu mes enfants à New York, c'était vraiment un paradigme totalement différent. Je n'y pensais même pas, à savoir si j'allais mourir en donnant naissance à mes enfants, ou je pensais est-ce que ce sera un garçon ou une fille. Donc il y a des femmes qui se demandent si elles vont vivre ou mourir, et nous, à New York, c'était radicalement différent, pas du tout les mêmes priorités. Donc j'ai créé cette fondation, j'ai travaillé avec l'OMS sur des programmes de terrain, en travaillant avec des ONG qui soutiennent la formation des sages-femmes, etc. Parce que la plupart de ces femmes meurent de causes qui sont qui sont généralement parfaitement évitables ou guérissables facilement. Et donc, je continue à travailler là-dessus.
J'ai aussi lancé ma propre marque. Lemlem, c'est une marque de prêt-à-porter. Parce que j'étais rentré en Éthiopie et j'avais remarqué que tous les artisans qui fabriquent nos vêtements depuis toujours perdent leurs emplois. Ils n'ont plus de marché pour leurs vêtements. Et l'art de la filature commençait à disparaître, alors que c'est un art magnifique. Donc j'ai cherché à créer une plateforme pour ces artisans, pour qu'ils puissent utiliser leur savoir, leurs connaissances, et créer des emplois. Donc tout d'un coup, vous changez, vous avez un impact sur tout leur environnement, sur leur famille, et aussi pour préserver cet art des tisserands, qui est une véritable richesse qu'il ne faut pas perdre. Donc nous sommes en pleine expansion. Là, ça fait 10 ans que nous existons chez Lemlem. Donc nous avons décidé de mettre Lemlem en contact avec la Fondation, parce que nous voulons que tous ceux qui portent des vêtements Lemlem puissent mieux connaître toutes ces causes auxquelles nous apportons notre soutien. Donc nous travaillons maintenant dans la formation aux compétences, la formation à l'entrepreneuriat. Nous voulons que plus de personnes puissent rentrer dans le monde des affaires pour être autosuffisants et indépendants. C'est toujours très difficile. On demande de l'argent, alors que si on leur donne les moyens de vivre, on fait véritablement la différence. Donc, deux aspects de l'emblème. Donc, aider, soigner, mais aussi l'inclusion dont on parlait. Merci beaucoup, Lia Kebede, pour ce témoignage. Et maintenant, Megan Fallon. On va parler de ce Barefoot College, de cette étrange université où les étudiants ne sont pas du tout éduqués, pour ainsi dire, quand ils arrivent en tout cas. Quand ils sortent de l'université, en fait, ils sont déjà cultivés. Dites-nous, parlez-nous en plus. Ce collège Barefoot, ou le collège aux pieds nus, est le seul collège au monde qui soit dirigé par les gens du monde agricole et qui est animé par l'idéologie de Gandhi. Car au cœur de la croyance de Gandhi, il disait que la sagesse et les connaissances dont ont besoin les communautés les plus pauvres pour se développer existent déjà au cœur de ces communautés. Et au cours des dernières années, nous avons réussi à déresponsabiliser ces communautés rurales en leur disant que leur culture, leur sagesse, leurs connaissances n'étaient pas valables. Donc tout ce que nous faisons vise à rendre hommage à des gens qui savent d'ores et déjà comment résoudre leurs problèmes et qui ont des mécanismes extraordinaires en place. Donc vous les rencontrez partout dans le monde. Oui, le collège a commencé évidemment en Inde, mais aujourd'hui, il propose un lieu de rencontre pour transférer des connaissances, qui est un environnement totalement social et qui permet à des personnes qui n'ont jamais eu aucune éducation d'être acceptées, d'être valorisées pour ce qu'ils savent et pour ce qu'ils savent faire. Et cette idée, ce mouvement s'est développé et est présent dans 92 pays dans le monde en développement. Simplement pour vous donner une idée, nous avons formé plus de 1300 femmes ingénieurs de panneaux solaires qui travaillent et qui nous ont transformés en le plus grand distributeur de panneaux solaires pour la maison, pour alimenter les maisons. Megan, pourquoi se concentrer sur les femmes et pas sur les hommes? Les hommes pourraient améliorer leurs compétences. Oui, mais nous pensons fondamentalement que les hommes sont... qu'il est impossible de former les hommes. Et ils n'arrêtent pas de bouger. Et dès qu'ils ont acquis une compétence, ils se précipitent vers la ville la plus proche. Ils veulent monétiser leurs compétences. Et plus important, ils n'ont pas le même engagement à partager ce qu'ils savent. Alors que les femmes que nous ciblons de 35 à 50 ans, ce qu'elles veulent, c'est enseigner aux autres ce qu'elles savent, partager leurs connaissances. Et ce sens de la connaissance non propriétaire, c'est ce dont nous avons besoin pour permettre aux femmes de jouer le rôle qu'elles peuvent jouer, qu'elles doivent jouer dans leur communauté. Et
enseigner aux femmes, cela apporte la paix pour tout le monde. Vous m'avez parlé de la carte des conflits, de la carte des exclusions, qui sont en parfaite corrélation. Oui, quand on regarde la carte du monde aujourd'hui et que l'on voit les pays où il y a le moins d'accès à l'énergie, et si vous calquez cela sur la carte du monde où vous avez les pays où il y a le moins d'éducation des femmes et que vous corrélez cela avec l'éducation des filles, c'est la même carte. Donc il n'y a pas de mystère. Nous savons exactement qui nous devons cibler, comment les cibler et quelles sont les solutions que nous devons concevoir si nous voulons vraiment changer le système. Est-ce que vous travaillez dans cette université au pied nu parce que c'est passionnant, mais est-ce que vous acceptez tout le monde? Absolument, j'accepte tout le monde. La deuxième partie de l'université au pied nu, c'est ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé avec mon équipe indienne, c'est de créer un écosystème qui permette l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, mais sans aucune frontière. Un espace dans lequel il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire. Peut-être avez-vous étudié au MIT, mais vous allez travailler avec un jeune rural qui n'a que 3 ou 4 années de formation rudimentaire. Et il va falloir être prêt à accepter que peut-être ils en savent plus que vous. Et donc tout cela, c'est un processus d'apprentissage, de désapprentissage et de réapprentissage dès lors que l'on parle des capacités humaines. Merci beaucoup, Megan Fallon, pour le Barefoot College, l'université aux pieds nus. Merci. Merci beaucoup, Myriam Mascarello de France 24, que l'on peut applaudir, et vos 3 invités. Merci, mesdames. Merci beaucoup pour ce débat donc très intéressant sur la place des femmes dans la révolution positive.